Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Dans cet épisode, Cédric nous raconte ses 14 années sur le divan. La conquête de sa timidité, l'arrêt de son analyse parce qu'il tombe amoureux, les derniers mots de son analyste, comment il se censurait sur le divan et ce vertige quand on ose enfin dire. On parle aussi de bière dans cet épisode, du lien entre la passion de Cédric pour la bière et la psychanalyse. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin, on vous dit même comment la psychanalyse pourrait sauver le monde. Tout simplement. Une dernière chose avant de vous laisser. Vous ne la verrez pas, mais Cédric a une grande barbe bien fournie. Alors vous la verrez pas, mais vous l'entendrez parfois gratter doucement sur son micro tout au long de cet entretien. Et pour réagir ou commenter cet épisode avec d'autres auditeurs et auditrices et moi-même, rejoignez-nous sur le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute et à très bientôt. Bonjour, tu m'entends ? Yes, absolument. Est-ce que toi tu m'entends ? Ouais, je t'entends bien. Le micro est pas top, je pense. Non, mais c'est bien. Il te faudra prendre garde à ce qu'il ne vienne pas gratter cette magnifique barbe que tu possèdes. Alors, c'est pas la mienne, on me l'a prêtée, c'est celle de ma mère. J'aimerais bien que ce soit pas enregistré par contre. D'accord. Est-ce que tu souhaites rester anonyme et est-ce que tu as un prénom d'emprunt ? Non, tu peux m'appeler Cédric, c'est bien. Comment tu te sens ? Eh bien, écoute, j'en sais trop rien. Je suppose un petit peu nerveux. J'ai jamais vraiment témoigné de mon expérience sur le divan, donc ça va être une première. Bah, on va y aller tranquillement. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux penser à quelqu'un d'important pour toi ? Alors oui, j'ai plusieurs personnes comme ça qui pourraient me venir, mais dans quel but ? Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que ces personnes ou une de ces personnes dirait de toi pour te présenter ? Je pense alors dans ce dans ce contexte, je penserais à mon ami Étienne. Lui dirait, je pense que je suis quelqu'un d'éparpillé et de bon. Ouais. Et alors, est-ce que tu veux ajouter à ce que cet ami dit de toi quelque chose d'autre ? L'idée, c'est de faire entendre aux gens qui écoutent un peu qui est Cédric, donner un contexte. Alors, tu peux dire quel âge tu as, si tu as envie. Tu peux dire ce que tu fais dans la vie. Tu peux dire où tu habites ou tu peux dire bien tout ce que tu veux. Alors, qui je suis ? Donc oui, fondamentalement bon. Alors j'en sais rien, je dirais juste que j'essaye. Ça fait vraiment partie de ma démarche. Éparpillé, je pense que c'est l'une des meilleures manières de me définir et de me circonscrire. Bruxellois d'origine, attiré par tout ce qui fait de l'humain une bestiole si intéressante, si unique, si bordélique, si créatrice et destructrice. Je suis également éduqué et attiré par la culture de tout ce qui se fermente et particulièrement de la bière, ce qui fait que j'en ai fait également mon métier. Et donc j'ai en même temps une casquette de psychologue, psychothérapeute orienté par la psychanalyse et en même temps éducateur à la culture et notamment zytologique. Zytologique, tu m'apprends ? J'imagine que c'est le terme pour dire de la bière ? Oui, c'est ça, c'est le joli mot pour dire en cause de bière. Ah, Voilà. c'est chouette. Et c'est une discipline vraiment passionnante parce que elle implique de s'intéresser aussi bien à l'anthropologie, à la psychanalyse, aux maths, à la physique, à la sociologie, à l'architecture, etc., etc. Enfin, c'est vraiment passionnant. Ouais. C'est quoi le lien que tu fais entre psychanalyse et bière ? On va avoir l'occasion de s'en approcher, notamment avec Lacan. Je pense aussi avec certains philosophes. Cette idée de réfléchir à ce qui cause le désir, ce qui nous éloigne paradoxalement
du besoin, ce qui nous en rapproche par la demande, c'est ce qui nous amène à nous réveiller, nous lever le matin, à vouloir lancer des projets, à nous lier d'amitié ou de haine avec certaines autres personnes. La bière vient au fond réifier une tentative d'approche d'un objet absolu. Tu vas avoir l'occasion de goûter, si tu t'y intéresses, à des milliers de lagers différentes et aucune ne va pouvoir être considérée comme étant la lager parfaite. Ce qui ne va jamais empêcher quiconque d'essayer de s'approcher de cet objet parfait. C'est du Socrate, hein, c'est trouver l'objet parfait du monde des idées, et on va essayer de l'interpréter soi-même à sa propre sauce, si tu veux. Et du coup, toi, intimement, Cédric, est-ce que tu fais un lien entre la bière et la psychanalyse? On va se servir de la bière comme étant un objet de lien social, comme outil d'expression, comme objet de traitement, parce que c'est un psychotrope, il est parfois bien costaud d'ailleurs. Et c'est également quelque chose qui va nous empêcher aussi, qui va être une entrave. Et ce qui va pouvoir être couché sur le divan, postionné sur le dos du psychanalyste, va un petit peu être du même ordre, j'ai l'impression. Hein, ce qui nous emmerde, ce qui vient nous gratter dans le dos, va précisément pouvoir être pointé du doigt, aussi bien par la pratique du divan que par la bière, au fond. J'ai sans doute un rapport un peu particulier avec la bière, puisque j'en fais mon métier sans pour autant la brasser. Je la déguste sans savoir la boire, parce que je tiens pas l'alcool. Donc il y a plusieurs contradictions là-dedans, hein, mais ouais. Est-ce que tu peux me décrire ta dernière séance sur le divan? Je me rappelle avec précision la dernière séance de ma première analyse, ma première Mhm. tranche. J'étais donc avec cet analyste assez fantasque, qui avait cette propension à sentir l'alcool euh, et à s'endormir pendant les séances. Et je venais alors de rencontrer une jeune femme dont j'étais tombé assez franchement amoureux, et avec laquelle j'avais eu l'occasion donc à plusieurs reprises d'échanger sur ce que je faisais sur le divan, et m'était frappé. J'avais été interpellé par sa manière beaucoup plus simple que moi d'appréhender le monde, et ça m'avait pas mal séduit. Et je m'étais dit qu'au fond, après, après 12 ans sur son divan, j'avais fait le tour et que je pouvais bien m'arrêter là. Et donc, lui avoir, donc après ces 12 ans de bons et loyaux services, annoncé à peu près une semaine à l'avance, voilà, tel jour, ce sera ma dernière séance, et vous n'y changerez rien. Hmm. Et donc les séances suivantes ont été pour, je pense, gloser sur les erreurs les écueils dans lesquels je tombais. Il n'avait pas tort, mais je ne me rendais pas compte. Et donc, notamment de mentionner, tiens, l'illusion de l'unicité du moi, etc. Et finalement, voilà, ces dernières séances se terminent à cet endroit-là, lui m'invitant évidemment à reprendre contact avec lui, ce que je n'ai pas fait. Et tu as arrêté la psychanalyse après 12 ans. Pendant quelques années, ouais, tout à fait. Et après, tu as repris une tranche. Ouais, tout à fait, effectivement. Est-ce que tu veux t'attacher à une des deux tranches ou celle de 12 ans? Je pense qu'on peut même parler des deux, parce que ce qui se joue est globalement la même chose. En filigrane, ce qui ressort, c'est la même chose. D'accord. Alors, quel a été le déclic pour toi pour commencer la psychanalyse? Je sais depuis très longtemps que je veux devenir psy. C'est devenu un objectif en soi. Donc c'est assez tôt, hein, durant l'adolescence. Et je commence cette analyse, je dois avoir 22, 23 ans.
en me disant dès le départ, mon Dieu, mais je m'y prends très tard, ce qui est un paradoxe. Et donc, je commence donc ce travail avec ce monsieur qui m'a été conseillé par l'un de mes profs à l'époque. Je vais très rapidement venir y mettre au travail mon rapport à ma timidité, mon rapport à la honte de ne pas en savoir assez, jamais en savoir assez, cette culpabilité fondamentale d'être en vie, et donc j'ai vraiment mis ça au travail pendant vraiment de longues années. Ouais. Et le déclic, c'est je veux devenir psychanalyste, psychologue moi-même. C'est ça. Et donc, je commence un travail dans le but, c'était d'abord une envie professionnelle. C'était pas suite à des souffrances particulières autour de cette question de la timidité ou du rapport à la connaissance. Ouais, ce ne sont pas, en tout cas au départ, ce ne sont pas des souffrances bien identifiables. C'est plutôt un état global, euh, pas spécialement positif. Alors, on n'en était pas, pour ma part, du tout à des idéations suicidaires ou des idées noires ou quelque chose de cet ordre-là. Mais enfin, le tableau n'était pas du tout glorieux. C'était, comme je l'ai dit, bon Dieu, c'est à peine si je n'exige pas de moi-même de devoir m'excuser parce que je respire ou pas loin. Hmm. C'est ce constat d'insuffisance aussi bien intellectuelle que technique. Et donc, voilà, peut-être qu'il y avait lieu de venir coucher ça quelque part. Et puis, oui, bien sûr, pas, pas possible pour moi d'éluder le fait que de toute façon, je vais devoir user l'un ou l'autre divan, puisque je veux en devenir un moi-même. Euh, et oui, ça a été, de ce côté-là, ça a été vraiment une expérience intéressante de se rendre compte qu'à la fois, euh, j'y venais pour de mauvaises raisons, et d'autre part que je m'y prenais mal. Donc c'était vraiment nécessaire. Ça veut dire quoi que tu t'y prenais mal? Euh, mais je pense que je n'ai pas encore tout à fait élucidé cette question, hein. Euh, Quand bien même j'y suis allé pour une fois 12 ans et une fois 2 ans, euh, je reste encore convaincu, alors c'est complètement idiot, hein, mais je n'ai pas encore, si tu veux, passer ce pas de le psychanalyste est bel et bien celui ou celle, peu importe, à qui tu peux venir tout déballer sans aucun contrôle. Il y a toujours dans mon discours quelque chose qui va venir régler, réguler, censurer. Et je ne suis jusqu'à présent pas encore arrivé à dépasser cette barrière-là, si tu veux. C'est-à-dire à s'allonger sur le divan et à dire tout ce qui te passe par la tête, Oui, même absolument. si c'est indicible ou malvenu. Oui, tout à fait. À ton avis, tu pourrais dire quoi si tu lâchais prise sur le divan? Écoute, je n'en sais rien. J'ai l'impression d'en avoir assez peur, mais je n'en sais rien du tout. C'est Ouais. une vraie bonne question. Parce que les autres Euh, étaient pas bonnes? non, 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 non. C'est une question, Je te taquine. c'est une question qui mériterait vraiment d'être creusée. Je n'en ai pas la moindre idée, et notamment parce que ce qui m'amène à m'abstenir euh, se retrouve pêle-mêle impliqué dans mais en fait, je veux en faire mon boulot, et donc si un jour mon analyste va décréter que je ne suis pas apte à faire ce boulot, mais enfin, c'est foutu, je peux me pendre. Ou alors, alternative et qui n'est pas tout à fait éloignée de la première, euh, si ça se trouve, je ne suis pas névrosé, et donc enfin, par définition, ce n'est pas adéquat. Euh, et je sais, encore aujourd'hui, je peux mettre ce genre de crainte euh, au loin parce que je ne m'allonge plus. Je devrais le refaire, et donc je le referai comme je l'ai dit. Ça reviendra certainement à l'avant-plan de mes préoccupations, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passerait au fond si mon analyste disait un jour, mais en fait, vous ne pourrez jamais vous retrouver de l'autre côté du divan? C'est lui qui a le pouvoir? Est-ce que celui-là ne fait précisément pas partie de ces quelques autres dont l'analyste s'autorise? Comme disait Lacan, hein. Oui, c'est une bonne question.
Je t'invite à écouter le dernier épisode, celui de Violaine, qui est analyste et qui Ouais, raconte justement comment elle est devenue analyste et qui dit que personne, qu'il n'y a pas de diplôme, que Lacan a cassé le diplôme ou cette idée que d'autres pouvaient te donner la permission. C'est un épisode qui pourrait t'inspirer, moi qui m'a beaucoup inspiré. Alors, qu'est-ce que dans ces 12 années et dans ces 12 ans et ces 2 ans, qu'est-ce que tu as découvert sur ta timidité? que c'est une saloperie d'indécrottable. J'ai l'impression que c'est un truc qui est véritablement lié à mon identité, qu'à défaut de faire sans, je vais devoir apprendre à faire avec, apprendre à mieux faire avec. Ce qui en soi, euh, bah, c'est pas spécialement glorieux. Hein. Alors c'est marrant parce que à entendre certains de mes profs qui en parlaient, pour eux, le divan aurait été pour eux une expérience d'humilité, hein, au fond, se rendre compte qu'on n'est pas si bien que ça, quand bien même on serait bardé de diplômes, plein d'une expérience inégalable, après avoir écrit articles et ouvrages, se dire qu'en fait on n'est pas si bien que ça. Et pour moi, j'ai l'impression que ça, c'est un objectif, se dire que on n'est pas si mal que ça. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de quasiment inatteignable. Hein. C'est assez marrant ça. Et qu'est-ce que tu as découvert alors pendant ces années de psychanalyse? Je vais sans doute me répéter un peu, hein, mais l'une des choses que j'ai vraiment découvertes, c'est que de mon expérience, j'arrive à la même conclusion que précédemment, mais après ce tour sur le divan, à savoir que je veux véritablement en faire mon métier, mais pour d'autres raisons que celles qui m'y motivaient initialement. C'est-à-dire, au départ, euh, moi, ado, psy, ça veut dire euh, permettre à ce qu'on puisse euh, se dire et dire son mal-être, son malheur, son symptôme, venir se décharger et faire équipe euh, avec avec le patient. C'est un peu cette idée du faire alliance avec le moi fort. J'étais comme ça très fort dans cette idée de on va se mettre ensemble. Mon point de vue maintenant est un petit peu différent, même si globalement le boulot de psy c'est ça, je pense. Hein. Il y a pas que ça. Il y a aussi le fait que et ça vient de plus de mon expérience en tant que, je sais pas, être humain, citoyen, sujet, à savoir, on a très très peu heu, voire quasiment aucun endroit où on peut venir se dire, pleinement, sans jugement. On n'a plus cette possibilité de le faire. Ou alors de manière justement trop ostentatoire comme sur les réseaux sociaux, entre autres, où on en arrive, à se permettre de prononcer des choses absolument abjectes pour provoquer de la réaction. Ce qui en soi est le strict opposé de la censure, mais qui n'est pas plus libérateur pour autant, hein, il me semble. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi la psychanalyse, tes années sur le divan, t'ont été bénéfiques? Ça a été bénéfique dans la mesure où j'ai l'impression que c'est l'un des seuls endroits, ou le seul, d'expérience, où j'ai pu me rapprocher au mieux d'une parole authentique, là où d'expérience, il n'est pas de bon ton de s'ouvrir, ou alors seulement dans certaines circonstances extrêmement serrées. Si dehors, on sera plus enclin à être pointé du doigt, jugé, ce à quoi on est attentif sur le divan et derrière ce divan est d'un tout autre ordre. Et c'est en soi perturbant. Je pense que ça, c'est bénéfique. Euh, mais tu vois, en disant ça, j'ai lu de la question. Hein, je reste à un niveau très technique. Ouais. Est-ce que je peux te challenger un peu? Oui, essayons. Essayons. Euh, donc j'ai entendu que tu es venu en psychanalyse à la fois pour devenir analyste, mais avant tout avec
dans ce qui te constitue une timidité et une peur de ne pas savoir assez. Mhm. Et quand j'essaye un peu avec toi de creuser pour comprendre ce qui s'est passé de ces symptômes, ce qui s'est passé, quel a été ton chemin d'analyse, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à aller dans le concret. J'ai l'impression que ces 14 années de divan, j'arrive pas encore à comprendre en quoi elles t'ont servi à devenir toi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu diffus. Alors d'une part parce que j'ai pas une excellente mémoire. Je pense aussi que ce que j'en retire ne se trouve pas spécialement de l'ordre euh, du verbalisable ou du dissible, en tout cas tel quel, mais que ça se diffuse aussi dans mon expérience. Ce que je peux typiquement en retirer dans la manière dont je vais me positionner face à l'une ou l'autre personne, l'une ou l'autre situation, l'un ou l'autre conflit. Tu es moins timide. J'essaye, j'essaye. Je promets pas d'y arriver ou certainement pas tout le temps ou tous les jours, mais d'avoir suffisamment, au fond, le symptôme un petit peu, on pourrait le considérer comme étant une espèce de furoncle, hein, ce truc qui va se gorger d'un jus nauséabond. On devrait pouvoir le purger. Et puis euh, en séance, c'est un petit peu ce qui se passe. On vient appuyer sur le bouton, puis de temps en temps, il y a des trucs qui sortent. Puis parfois c'est soulageant, parfois c'est douloureux, mais globalement, on fait quelque chose de ce truc-là. Avoir l'expérience de cette pratique de purger ce bouton, eh bien, ça permet de savoir un peu mieux ou moins mal comment se positionner par rapport à ce bouton. On va pas essayer de le maquiller, on va pas essayer de faire un trou avec un clou, on va peut-être savoir un peu mieux comment, quoi foutre avec. Ben, pour la timidité, hein, pour ma part, en tout cas, c'est la même chose. L'une des conséquences, peut-être pour revenir à ta question précédente, conséquences concrètes, c'est que typiquement, moi étant timide, euh, eh bien, il m'arrive d'animer des dégustations pour plusieurs centaines de personnes simultanément et ça ne me pose strictement aucun problème. Euh, Est-ce que pour autant on peut en conclure que je ne suis plus timide? Je ne pense pas. Je pense que ce sont des choses complètement différentes. Moi, en l'occurrence, Tu vis avec. ouais, j'en fais quelque chose. C'est ça. J'avais envie de dire quiconque au fond vient avec cette idée que la psychanalyse c'est une panacée. Bah déjà non seulement fait erreur, mais je pense décrédibilise la démarche psychanalytique. Et donc à une personne qui viendrait chercher son salut dans la psychanalyse, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Je dirais par contre que Hmm. la démarche sur un divan, au même titre que d'autres traitements qui pourraient nous aller, hein, tiens, faisons du théâtre, tiens, osons parler à cette tante acariâtre, faisons du macramé dans un club qui nous permet petit à petit de créer des liens, peu importe. Enfin, ça coûte beaucoup moins cher quand même. Ouais, peut-être, Parce oui. que la psychanalyse, 2 à 3 fois par semaine pendant 12 ans, on a peut-être envie que ça marche, non? J'ai fait une fois le compte, c'était vertigineux, ouais. C'était c'est assez impressionnant, mais je pense aussi, alors ça me semble assez logique, hein, le fait que ce soit non seulement payant, mais dispendieux, euh, implique, je pense, c'est limite mécanique, implique le sujet dans sa parole. Si c'était gratuit ou si c'était trop accessible financièrement, euh, on pourrait tout à fait prendre ce temps, cette démarche et s'impliquer autant subjectivement que quand on va faire des courses, par exemple. Et je suis pas Hmm. sûr que ce soit la meilleure chose. Est-ce que tu as en tête d'autres nœuds que tu as travaillé en psychanalyse et sur lesquels tu as vu une évolution? D'autres nœuds intimes? Alors, on a beaucoup parlé de timidité. Il y a, comme je l'ai dit aussi, cette culpabilité d'être, ce sentiment intrinsèque d'être de trop et euh, de ne pas devoir être là. Euh, donc je suis l'aîné d'une fratrie de 4 plus quelques-uns
Et donc très vite, j'ai été placé dans un rôle d'exemple. Je devais absolument montrer l'exemple à ceux qui me suivaient, et sans vraiment qu'on ait eu l'occasion d'en discuter. Enfin, j'en ai pas l'impression, j'en ai pas le souvenir en tout cas, et sans réellement énormément de liberté de mouvement, ce qui fait que oui, je me suis retrouvé un petit peu dans un rôle qui ne me convenait pas spécialement, et je pense que ça a eu pas mal d'impact. Ce petit détail, je pense, dans l'organisation de ma famille a pu avoir pas mal de conséquences dans mon inscription dans le tissu social, dans les différents groupes dans lesquels je me suis retrouvé, et qui ont fait que, ouais, in fine, ça n'a jamais été, en tout cas dans mon vécu, fort simple, cette affaire-là. Hein. Comment se comporter avec d'autres, comment savoir si en agissant spontanément on ne commettrait pas d'impair, comment être sûr de ne pas brusquer les sensibilités les uns des autres, etc. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait acquis. C'est pas un truc qui va de soi, alors que pour d'autres, en tout cas, l'impression que ça donne, c'est que c'est d'une fluidité absolument déconcertante. Pour moi, c'est pas acquis. J'essaie dans la mesure du possible, d'être le plus attentif possible euh, à ça. Est-ce que tu as l'impression d'avoir terminé ta psychanalyse? Non, Bah non, mais excuse-moi, je dis ça, mais tu as commencé en disant je vais y mais oui, retourner. bien sûr. Oui, oui, oui. Excuse-moi, bien sûr. J'ai terminé une tranche. J'ai mis une pause à une deuxième, et je devrais y retourner. Mais non, ma démarche n'est pas terminée. Je pense que non. Elle s'est mal interrompue, je pense. Je dirais plutôt ça. Disons, succombé à des mirages. Lesquels? Eh bien, donc la jeune femme dont j'ai parlé plus tôt est américaine et fervente euh, adepte de la psychologie positive. Et donc, alors il y a les scissions entre les cultures anglo-saxonnes, plutôt américaines, et plutôt latines, sont vraiment manifestes. Hein, de ce côté-là, la psychologie du côté anglo-saxon, c'est la science du comportement, et puis chez nous, c'est plutôt ce qui vient provoquer ces comportements. On est sur des approches complètement différentes. Et si d'un côté on parle de troubles, chez nous, on va plutôt parler de symptômes. Chez eux, tout trouble devant être éradiqué, c'est vraiment le furoncle sur le visage. Et pour nous, on va plutôt considérer, alors je caricature évidemment, mais on va, on va apprendre à lui donner la parole autrement. On va essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ce truc-là ne vient pas dire quelque chose de soi. Et elle, en fait, elle t'a dit, mais non, ton truc, ça sert à rien, c'est bien trop compliqué. Et c'est ça les sirènes auxquelles tu as succombé? Grosso merdo, c'est ça, oui, tout à fait. C'était au fond de se dire, mais on n'a pas besoin de tout ce blabla. On peut au fond se débrouiller autrement à coup de, tiens, mantra, tiens, exercice, tiens, etc. Et je n'ai jamais été convaincu par des approches plutôt comportementalistes. Euh, à ce moment-là, ce qu'elle me disait, la manière dont elle me présentait, ça me semblait logique, en tout cas cohérent. Mais bon, j'étais amoureux, ce qui n'est pas la meilleure des maladies. Hein. Donc tu penses que ton analyste de 12 ans avait raison en disant vous n'avez pas terminé et je vous invite à reprendre contact? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Oui, oui. Et pourquoi tu le fais pas? Parce que je suis timide. Euh, je pense que, alors cette dernière séance avec lui, en tout cas, euh, euh, les impacts de ces dernières séances et de la démarche dans sa globalité ne se sont pas arrêtés avec ces dernières séances. Je pense que ça s'est prolongé. Ça s'est un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, diffusé tout le long. Donc au final, arrêter t'a permis d'aller essayer autre chose et d'y Oui, revenir quand absolument. il sera temps pour toi. Ouais.
mais d'y revenir autrement, d'y revenir grandi, fort d'une expérience différente. Et en soi, ça c'est plutôt positif, oui, bien sûr. Ouais. Mm. Ça me, ça me parle beaucoup, cette peur de tout dire sur le divan. Et je me souviens, moi, c'était à plusieurs endroits, la colère envers certaines personnes très proches de moi, que je trouvais indicibles. Je me souviens aussi de la sexualité, du sexe. C'est marrant, hein, moi j'interviewe plein de gens, mais et j'étais venu dans ce podcast en me disant, bon, ouais, on va parler cul, on va parler sexe tout le temps. Il y a ce préjugé que la psychanalyse, Ouais. Freud, et personne ne me parle jamais de sexe. Pour le moment, en tout cas, personne ne m'a jamais parlé de sexe intime, en tout cas de sexualité. Moi, j'ai beaucoup parlé ou j'ai dû oser parler de sexualité, de fantasmes sexuels sur le divan. Et à chaque fois, je me souviens sentir un profond vertige. C'est-à-dire que j'étais allongé et j'avais l'impression que j'allais chuter, que j'étais à deux doigts de chuter dans un précipice. Et j'avais vraiment ce ressenti corporel et ah ouais, où chaque mot pèse 300 kilos. C'est merveilleux ce témoignage. Bah c'est bizarre, ça change tout et ça change rien. Si je te devais dire qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Euh, Moi j'y suis comme toujours, j'y vais un peu au forcing. Donc hop, je crachais les 300 kilos et après je partais. Au final, il y a le temps long d'entendre l'indicible que tu viens de dire, en tout cas pour moi. J'étais capable de le dire vite, et puis après, il fallait que je le répète de nombreuses fois pour en fait vraiment l'écouter, vraiment accueillir la sexualité, vraiment accueillir la colère, la peur, la normale, euh, ou ce que je pensais être anormal. Donc ça fait partie du chemin, ouais. Voilà. En tout cas, ça me parle beaucoup, cette peur de dire tout ce qui passe par la tête. Et cette difficulté à prendre le pli de la libre association, c'est-à-dire je m'allonge sur le divan et je dis tout ce qui se passe tout ce qui me passe par la tête, et je ne formule donc pas un joli discours, et puis je me perds, et puis je vais découvrir des trucs en chemin, quoi. C'est au final très proche du processus créatif, je trouve. Oui, absolument, oui, tout à fait. D'autant plus que ce que tu crées, en tout cas ce qui est créé sur le divan, ne t'appartient pas tout à fait. Tu le découvres en même temps que tu le dis, avec cette découverte et en même temps, en tout cas c'est ce qui me vient là maintenant, en tout cas cette responsabilité de cette découverte de création. C'est tout à fait étonnant, effectivement. Et alors, ce vécu corporel, bon Dieu, oui, ça me parle évidemment. Et bien sûr. Euh, alors, autant j'ai certainement, alors je n'ai pas l'idée là comme ça, mais j'ai certainement évité soigneusement de parler de deux, trois bricoles. Autant ce truc-là, ce vertige, cette sensation de corps qui se produit alors que tu es soit occupé soit sur le point de prononcer certaines paroles, soit de les éviter soigneusement, c'est vraiment impressionnant, effectivement. Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Est-ce que quelque chose te vient? On se retrouve, j'ai d'ailleurs écrit quelques articles qui vont dans ce sens. On est dans une période, alors on s'éloigne, j'ai l'impression, un peu plus tous les jours de quoi que ce soit qui ressemble à de l'humanisme. On est vraiment tous de plus en plus à cran et à l'affût de la moindre erreur de les uns des autres. Et j'ai l'impression, j'ai la naïveté de croire que une démarche analytique, un passage sur le divan, permettrait de nous désengager d'un contexte aussi dégueulasse que celui dans lequel on vit maintenant. Je veux dire, la terre brûle, les inégalités sociales et fiscales explosent dans tous les sens. On continue à faire des trous partout pour retrouver du pétrole et j'en passe. Enfin, je pense que la liste est vraiment très très longue. Et intrinsèquement, je suis persuadé que
un bon petit passage sur le divan permettrait bah, de dégonfler un petit peu tout ce bazar. Prendre le risque de parler vrai, de parler authentique, c'est l'une des seules conditions de notre, j'allais dire notre salut. Alors c'est un petit peu grandiloquent évidemment, hein, mais quelque chose de cet ordre-là. Enfin, oser dire, assumer, oser dire. Ouais. Merci. Merci à toi. Et je te souhaite, qu'est-ce que je te souhaite? Je t'invite à me souhaiter bon cheminement. Tiens, c'est pas plus mal. Voilà. Avec ça doit pas être une autoroute, ça doit pas être non plus un chemin escarpé, tu sais, un truc entre les deux, un truc qui vacille, un truc qui change. Voilà. Puis je te souhaite pareil parce que c'est véritablement comme ça qu'on grandit. Ouais, c'était une chouette rencontre. Merci, bon cheminement. Merci.